Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du récapitulatif du rapport Messari. La première vidéo a fait un carton, énormément de retours en commentaire, plus de 100 000 vues en quelques jours. Merci à tous, content de voir que ça vous plaît. On va maintenant terminer du coup la seconde partie de ce récapitulatif en attaquant différents sujets, notamment les NFT, le Play to Earn, la finance décentralisée et également Ethereum, les autres Layer 2 et les DAO. Pour rappel, Messari est une entreprise qui collecte et qui analyse énormément de data pour faire des rapports sur l'évolution du monde de la blockchain et des crypto-monnaies. En l'occurrence, Messari, et je vous mettrai le lien dans la description, est un site qui propose également des outils pour suivre l'actualité, les différents cours et l'évolution non seulement des crypto-monnaies mais également des différents domaines pour pouvoir cibler, obtenir de la data et suivre l'évolution des cours des différents tokens, des projets de cet écosystème. Ils font un rapport tous les ans, en l'occurrence celui-là faisait 170 pages en anglais. Cette data très précieuse a été analysée, digéré et récapitulé en français par Artem pour l'équipe de Just Mining et j'ai trouvé ça pertinent de le partager à la communauté. Au passage, merci Artem et je vous affiche sa page Instagram où il parle d'actualité des crypto-monnaies mais également de la bourse et de l'immobilier. On commence par les NFT. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, les NFT est l'une des très grosses tendances qui a explosé cette année. Ça y est, on parle enfin plus de fameux JPEG, on parle maintenant d'identité digitale. On peut donc créer quelque chose de numérique qui a une unicité, qui est unique, qui a des caractéristiques qui lui sont propres. Là où avant il y avait de la valeur numérique, on pouvait payer pour avoir des logiciels, des accès, des bonus, maintenant il y a une rareté numérique, c'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose qui est bel et bien unique, bien que ce soit quelque chose de virtuel. Il y a eu des liquidités massives, comme le mentionne le rapport Messari, apportées par notamment Curve, par Osmosis, Convex, StakeDAO et énormément de gros acteurs de la finance décentralisée qui se sont articulés autour de ce nouvel asset. Alors certes, les NFT c'est un outil incroyable. Certes, c'est en plus d'être un outil incroyable nouveau, donc c'est un effet de mode, mais globalement, on voit énormément de parallèles avec le brouhaha qu'avaient causé les ICO en 2017. Alors un NFT, ça peut servir à beaucoup de choses, et quelques exemples sont donnés du coup par Messari. Un NFT, ça peut être une clé, un accès. On pourrait donc, quand on réserve son Airbnb, obtenir un NFT qui nous permet d'ouvrir la porte, simplement. Ou encore, mettre en NFT le droit de son bien physique, d'accord? C'est-à-dire utiliser un bien physique, en faire un NFT et le mettre en caution sur un protocole blockchain pour obtenir un prêt de la blockchain elle-même. Ça permet naturellement de vérifier l'appartenance d'un objet à quelqu'un, ça peut être un certificat d'authenticité et on peut également vérifier l'émetteur de ce fameux NFT et être sûr que c'est bien un émetteur original et non pas une contrefaçon. Ça sert dans le monde de la traçabilité, même si la plupart des gens sont d'accord pour dire que les plus beaux et les plus puissants usages des NFT n'ont peut-être même pas encore été pensés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un gros brouhaha parce que comme un tableau blanc où tout le monde a pour la première fois un stylo entre les mains, tout le monde essaye de dessiner et de créer sa propre initiative. Ce qui fait qu'en grande majorité, les gens font du NFT artistique. Il y a certains vrais artistes qui se tournent vers le support de la technologie NFT, mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus artistes du jour au lendemain et du coup il y a des projets un petit peu dans tous les sens qui prennent à peu près toutes les formes, utiles ou non. En tout cas, et bien que je pense qu'une grosse majorité des NFT artistiques ne soient que des personnes qui essayent de capter de la valeur, il y en a quelques-uns qui essayent de créer de la valeur et pour eux, il y a une bonne nouvelle, c'est que le marché de l'art aujourd'hui représente 1700 milliards de dollars. En 2021, les échanges représentaient 60 milliards sur ces 1700 milliards. Les NFT artistiques ne représentent à eux seuls que 14 milliards de dollars, à comparer avec le marché de l'art qui lui est déjà à 1700 milliards. Il reste encore une certaine marge de manœuvre et de développement. Là où aujourd'hui investir dans une initiative NFT n'est pas forcément la meilleure idée, parce qu'on prend de gros risques que l'on ne maîtrise pas vraiment, même si c'est sûr qu'on peut gagner rapidement, mais c'est uniquement parce que l'on peut perdre rapidement de l'argent. Là où il semble avoir une bonne initiative d'investissement, comme le dit le rapport Messari, ce sont dans les plateformes qui permettent de l'échanger. Des plateformes comme OpenSea, Rarible, LooksRare et d'autres plateformes qui permettent tout simplement de connecter les acheteurs et les vendeurs de NFT. De la même façon, Coinbase, le géant qui est en bourse, se prépare à lancer sa marketplace de NFT. Aujourd'hui, il y a plus de personnes en liste d'attente sur la plateforme Coinbase pour la plateforme d'NFT qu'il n'y a d'utilisateurs sur OpenSea, qui est l'un des plus gros sites de vente et d'achat de NFT. Pour vous dire à quel point les plus grosses plateformes n'existent peut-être pas encore, on va voir des géants comme Coinbase dans l'exemple, devenir encore plus gros s'ils arrivent à proposer des outils utiles aux communautés qui s'échangent ce genre d'actifs. Il y a également eu la fameuse tendance des photos de profil, on sait que Facebook travaille dessus, on sait qu'Instagram veut instaurer des profils à base d'NFT et on sait que Twitter le propose déjà. C'est-à-dire qu'on peut mettre un NFT en photo de profil et Twitter peut certifier que ce n'est pas juste un screenshot d'un NFT mais que c'est bel et bien le NFT original qu'a déposé son propriétaire. Ensuite, dans la tendance des NFT évidemment, il y a le fameux Play to Earn, c'est-à-dire des jeux où l'on joue pour gagner de l'argent. Et vous allez voir que ça
s'arrête pas là. Alors déjà, on le sait, le play to earn, donc ce monde dans lequel on peut gagner ou utiliser des NFT qui ont une valeur réelle, est un petit peu une nouvelle forme de jeu. Il y a ce fameux play to earn où du coup on joue pour gagner quelque chose, et il y a en parallèle de ça la fameuse tendance du métaverse. Le métaverse, un fameux monde parallèle dans lequel tout le monde peut venir interagir avec un maximum d'immersion parallèle. Pour avoir une grosse immersion et se sentir à l'aise dans ce monde virtuel, quoi de mieux que des objets dans ce jeu qui ont une valeur réelle et qui sont uniques grâce à un NFT. Le Metaverse, le Play to Earn sont deux technologies qui prennent encore plus de sens quand on les intègre et quand on utilise des NFT dans ces mondes. Et évidemment, tout ça propulsé par l'image qu'a donné Facebook, Facebook qui annonce changer de nom et devenir Meta, bien que beaucoup de gens sont d'accord pour dire que c'est une mauvaise chose parce que Facebook est un géant qui est déjà très en avance et qui risque de prendre un certain monopole. En attendant, on voit que c'est en train de s'aligner dans le monde du gaming. On a Disney qui a annoncé lancer son Metaverse et on voit Microsoft qui, même s'ils parlent pas encore de Metaverse, ils ont racheté il y a quelques années Mojang, Minecraft, et cette année ils ont fait l'acquisition de Blizzard, Activision. Blizzard c'est World of Warcraft, Starcraft, Hearthstone. Activision c'est Call of Duty par exemple. Donc on sait que dans le monde du gaming c'est en train de bouger énormément. On va le revoir après d'ailleurs parce que FTX investit massivement dans le gaming et dans les NFT pour plein de raisons évidentes, puisqu'il décerne que c'est la tendance qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les mois à venir. Pour zoomer un petit peu sur le Play to Earn, Axie Infinity, qui a été l'un des jeux les plus joués et qui a rapporté énormément de revenus, a généré 500 millions de revenus cette année. Pour vous dire à quel point c'est incroyable. Mais là où beaucoup de gens se disent, bon, ok, on peut jouer pour gagner de l'argent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de jeux vraiment nuls, où il y a énormément de joueurs, parce que tant qu'on peut gagner de l'argent, même si le jeu est pas très bien fait, ça suffit. D'ailleurs, beaucoup de gens s'attendent que le Play to Earn ait des vrais premiers jeux basés sur la blockchain avec des NFT d'ici 1 an et demi, 2 ans. Parce que pour créer un AAA, c'est-à-dire un vrai jeu vidéo incroyable avec une expérience utilisateur profonde, ça se fait pas en quelques mois. Donc même si les NFT sont arrivés assez rapidement, même si les géants studios de production se tournent vers cette technologie, globalement ça vient pas du jour au lendemain. Mais il y a un autre point que les gens ne voient pas et qui est souligné ici. Alors certes, on a Ubisoft qui s'intéresse à ça, on a également Square Enix qui s'intéresse et qui explique, en tout cas son CEO qui explique que ce sera l'avenir. Globalement c'est le début, il y a des teams qui commencent à faire des NFT, il y a quelques initiatives plus ou moins intéressantes, mais il y a quelque chose qui a retenu l'attention des studios, c'est le fait que l'acquisition cost d'un joueur sur un play to earn est proche de zéro. En effet, la plupart des jeux vidéo et des studios savent qu'ils vont devoir mettre de l'argent, de l'investissement marketing pour faire parler de leur jeu, pour que le joueur vienne et ensuite ils essayent de le conserver pour que ce joueur utilise et génère de la valeur sur la plateforme. En l'occurrence, ça a un coût, d'accord? C'est l'acquisition cost, c'est-à-dire le coût qu'on va avoir pour rabattre un utilisateur sur son jeu vidéo. Et ensuite, c'est l'expérience du jeu qui va faire qu'on va avoir une bonne taux de rétention ou pas et que l'utilisateur va rester. En l'occurrence, quand un jeu peut rapporter 10, 50, 100 euros, voire même 500 euros par jour, et bien naturellement, on n'a pas à payer le joueur. Les gens viennent naturellement s'intéresser au jeu. Et donc, ça va intéresser beaucoup de studios qui vont pouvoir capter de grosses communautés de gamers. Et évidemment, ça fait peur à certains, parce qu'on ne veut pas dénaturer un jeu parce que ça devient un play to earn, mais pour de nouveaux modèles de jeu, ça peut être très intéressant. Il y a également des projets comme Loot Project qui, eux, ont un objectif, c'est faire en sorte que les NFT d'un jeu puissent être utilisés dans un autre jeu. Parce que si le NFT est utilisé dans un jeu, sa valeur sera basée sur l'utilité que cet objet donne aux joueurs dans un jeu précis. Mais on va commencer à avoir des NFT cross-gaming, c'est-à-dire des NFT qui vont aller dans différents jeux. On pourra utiliser un NFT précis dans un jeu vidéo pour avoir un avantage, mais on sait que ce même NFT pourra nous permettre dans un autre jeu vidéo d'avoir un autre avantage. Imaginez si, je vous dis une bêtise pour ceux qui ont la référence, le fameux dragon blanc aux yeux bleus de Yu-Gi-Oh avait une valeur dans le jeu Magic Card et avait également une valeur dans le jeu Pokémon. Bon, là je vais très loin, mais c'est pour donner un parallèle et donner une image qui permet à tout le monde de se projeter et de comprendre ce que l'on pourrait faire avec des NFT en leur donnant une utilité peut-être dans le monde réel, mais également dans non pas un, mais plusieurs jeux vidéo. On estime également qu'il va y avoir des nouvelles tendances qui vont se développer avec cet écosystème, comme par exemple le cloud, tout ce qui va être stockage, notamment le stockage décentralisé, qui est très important pour les NFT, parce que si on a un NFT qui est unique, mais l'image ou l'objet qui est représenté graphiquement, le son ou la vidéo est stocké dans un data center centralisé, si le data center a un problème, le contenu n'est plus accessible. Alors qu'il existe également des data storage décentralisés. C'est ce que propose le projet Aleph, c'est ce que propose IPFS pour ceux qui connaissent, ou encore SIA, et il y en a quelques autres initiatives. L'objectif, ce serait vraiment d'avoir un NFT qui est maintenu sur une blockchain, donc décentralisée, mais qui en plus de ça, le contenu de ce NFT est totalement décentralisé aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'avait annoncé faire Ubisoft, qui était à la base sur Aleph, une technologie de stockage
stockage décentralisé. Bref, Messari nous le dit, il va y avoir beaucoup plus de merge and acquisition, donc des sociétés qui fusionnent et des grosses structures qui rachètent des studios soit de gaming, soit de NFT dans l'année 2022. Petit point que je veux souligner là-dessus, les NFT n'ont pas encore de cadre légal à proprement parler. On sait donc que la régulation de la finance décentralisée des NFT va impacter le monde du play to earn et naturellement, là où aujourd'hui il y a un no man's land juridique, chacun fait ce qu'il veut, il risque d'y avoir des règles plus ou moins strictes qui vont venir encadrer tous ces développements pour éviter les dérives et du point de vue de beaucoup, ce sera potentiellement un abus de la vie privée parce que tout cadre va venir brider une certaine innovation et une certaine créativité, ça plaira à d'autres personnes et ça déplaira à certains joueurs qui voient leur créativité bloquée par des lois, comme dans tout écosystème d'ailleurs et comme la régulation des crypto-monnaies a provoqué certaines réflexions, mécontentement, mais a apporté également un certain cadre qui a fait investir les institutions. On attaque la grosse partie de la finance décentralisée. Alors déjà, première chose, les stablecoins dans la DeFi. Les stablecoins sont très importants parce que ils ont permis d'avoir du coup des actifs sur la blockchain qui restent stables. Alors qu'à l'époque, quand on faisait de la DeFi, au tout début, ça a eu beaucoup de mal à démarrer. Pourquoi? Parce qu'on déjà, il y avait que des actifs volatiles. Et bien, le fait qu'il y ait des stablecoins, ça a permis de développer beaucoup d'outils dans le monde de la finance décentralisée pour la simple raison que on a besoin de réserves financières, on a besoin de pools de liquidités et c'est très intéressant d'avoir un actif beaucoup plus stable que du Bitcoin ou de l'Ether pour pouvoir venir backer et garantir, collatéraliser en quelque sorte la valeur du réseau. Malgré tout, à l'époque, l'entrée dans la DeFi était faite à plus de 80% par des stablecoins. Aujourd'hui, ce n'est plus que 50%. Donc il y a des gens qui viennent et qui apportent une certaine liquidité et qui tout simplement rentrent dans le monde de la finance décentralisée, pas uniquement avec des monnaies stables. Il y a également le fait que l'USDT lui-même, qui représentait 80% à l'époque des volumes, a perdu de la place face à d'autres stablecoins comme par exemple l'USDC, le DAI ou encore l'UST aujourd'hui. D'ailleurs, le DAI était le stablecoin décentralisé, purement géré par la blockchain, le plus connu. Aujourd'hui, un autre stablecoin, l'UST, qui lui est basé sur la blockchain Terra Luna, a pris plus de valeur et c'est aujourd'hui le stablecoin décentralisé algorithmique le plus utilisé du marché, alors qu'il n'existait pas il y a plus d'1 an, pour vous dire. Maintenant, parlons de la DeFi et des plateformes. À l'origine, c'était très rentable d'apporter de la liquidité sur Uniswap, le plus gros échangeur décentralisé. Aujourd'hui, il y a eu tellement de liquidité et il y a tellement de différents mécanismes qu'apporter simplement de la liquidité sur Uniswap n'est pas suffisamment rentable. La plupart du temps, les gens passent par une autre plateforme qui va utiliser Uniswap en proposant également des rendements supplémentaires, notamment avec un token de gouvernance. Comme par exemple les gens qui apportent de la liquidité sur SushiSwap, qui en réalité rémunèrent les prêteurs de liquidité, les liquidity providers, mais leur donnent également des récompenses supplémentaires en Sushi, c'est-à-dire le token de la plateforme. Rappelons également que ça a développé énormément la DeFi, c'est la gamification. C'était tellement compliqué d'expliquer aux gens comment fonctionnait la finance décentralisée qu'il a fallu simplifier cette histoire. D'où les noms ridicules à la SushiSwap, Pizza et Pancake sur la BSC. Si des noms sont aussi simples, c'est parce que expliquer à quelqu'un comment apporter de la liquidité dans un protocole décentralisé, c'était très complexe. Et pourtant, le monde de la blockchain fonctionne ainsi. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui rendent des services à des particuliers. Et donc, par définition, si on n'a pas de particulier, il n'y a rien qui marche. Et au début, il y a une masse critique à atteindre. Il faut un certain nombre d'utilisateurs pour que ça fonctionne. Imaginez Uber s'il y avait que 2 conducteurs et 3 personnes qui commandent de temps en temps. Le modèle ne pourrait pas fonctionner. Donc on avait besoin de beaucoup de gens d'un coup pour que la machine se lance et que la boule de neige soit lancée finalement. Et c'est pour ça que, en plus du coup des stablecoins qui sont venus au moment où il y avait des blockchains d'infrastructures qui proposaient de la finance décentralisée et des outils ou du moins des langages qui permettaient de créer des solutions et donc des usages, en plus de ça, il y a eu la gamification, c'est-à-dire la simplification. On disait aux gens, tu prenais tes pancakes, tu les mets dans tel protocole et tu vas avoir des récompenses, ce sera du sirop et tu recevras ton sirop toutes les 2 semaines par exemple. C'est cette histoire-là qui fait qu'on a des mots ridicules des fois dans le monde de la finance décentralisée, c'est parce qu'il a fallu montrer à monsieur tout le monde comment faire. Et pour l'intéresser, il a fallu simplifier, gamifier la finance décentralisée. Alors ça, c'est un petit brodage que je viens de vous faire, parce que c'était pas uniquement dans le rapport Messari, mais c'est globalement la tendance de développement de la finance décentralisée. Et ces différents points, c'est pas uniquement les blockchains d'infra, c'est pas uniquement les stablecoins, c'est pas uniquement la gamification, c'est cet ensemble qui fait que c'est monté d'un coup en puissance. Et donc, grâce aux plateformes qui ont toujours simplifié cette expérience encore plus pour la mettre entre les mains de monsieur tout le monde. Il y a également un nouveau concept qui a été mis en place, le liquid stacking. Alors en gros, pour faire très simple, je vous donne un exemple, on a envie de stacker ses Ethers dans la blockchain. Le problème, c'est que si on les met dans un protocole Ether 2.0, ces Ethers ne sont plus accessibles, on ne peut plus rien faire avec. Eh bien, il y a différents protocoles, comme par exemple Encore ou Lido, qui proposent de déposer des Ethers, et en échange, ils vous donnent un liquide Ether. Pendant que vous déposez vos Ethers, vous avez quand même le rendement du stacking, mais ça vous donne un Ether avec lequel vous pouvez faire de la finance décentralisée, donc augmenter vos rendements, et surtout ne pas immobiliser sur le long terme votre token. Ça arrive de plus en plus, et il y a de plus en plus de protocoles qui, quand vous déposez votre crypto-monnaie, vous donnent une autre crypto-monnaie
qui non seulement est un gage de dépôt, mais en plus un token qui lui est liquide, qui n'est pas immobilisé et qui sert à d'autres usages. Je précise également qu'aujourd'hui, être sur Ethereum pour protocole n'est plus suffisant. Il y a tellement de nouvelles blockchains autour qui au début rémunèrent énormément leurs utilisateurs avec leurs propres tokens pour générer de l'intérêt, et il y a tellement de nouvelles solutions qui sont essayées à droite à gauche. Le plus rentable n'est pas de rester que sur Ethereum. Pour quelqu'un qui s'y connaît, attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous le rappelle, mais ça va être d'aller surfer sur les nouvelles tendances, les nouvelles blockchains qui sont en train de monter et qui, dans leur élan de croissance, vont naturellement arroser énormément les utilisateurs pour générer de l'intérêt, parce que comme vous venez de le comprendre, tout nouveau protocole de finance décentralisée a besoin de beaucoup d'usages pour fonctionner. Et donc le seul moyen d'attirer beaucoup de gens d'un coup, un petit peu comme les premiers play to earn, c'est de rémunérer énormément les utilisateurs. Et n'oubliez pas que la finance décentralisée, et les play to earn d'ailleurs, sont accessibles partout dans le monde. Il suffit d'avoir internet. Donc peut-être que pour vous, 50, 100 euros par jour, c'est beaucoup d'argent. Imaginez ce que ça représente dans la tête de quelqu'un qui est dans un pays du tiers-monde ou qui est dans un pays en développement qui s'en sort pas. Ça peut changer. Certaines personnes, en jouant quelques heures, ont fait plus que le salaire qu'elles avaient tous les mois. Et je vous rappelle que quand vous êtes payé en Ether, un Ether a bien la même valeur au milieu des États-Unis, à Paris ou en Afrique. Alors évidemment, en fonction de l'endroit, vous allez avoir des cours différents, mais globalement, sur ce marché global, on peut le valoriser facilement au même prix que sur le reste du marché. Et donc, pour une personne qui a un téléphone et accès à Internet, on a enfin un pan financier et une vraie inclusion financière qui se propose à lui, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, comme je vous l'ai dit, viennent capter de la valeur plus que n'essayent d'en créer. En attendant, c'est une vraie révolution et c'est un vrai dialogue financier qui commence à toucher beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on constate 250 milliards de dollars sur la finance décentralisée. Pour vous dire, le marché des cryptos dans l'ensemble, c'est à peu près 2500 milliards, soit 10% que sur de la DeFi, alors qu'il y a de ça un an, c'était non significatif. La CeDeFi, alors la CeDeFi, c'est la finance décentralisée, mais qui s'est fait centraliser. Et le truc qui est assez fou, c'est que j'ai même pas la même définition que Messari, je me permettrai donc de donner un commentaire personnel. Messari parle globalement des sociétés centralisées, des acteurs institutionnels, régulés, qui commencent à faire de la finance décentralisée. On a eu l'exemple de Forge, de la Société Générale, qui va faire du liquidity providing sur Maker, un protocole décentralisé. De l'autre côté, on a également Centrifuge, qui propose des dépôts d'actifs réels, d'accord? Les gens vont venir mettre en caution des actifs réels, du monde, tangible, et en échange obtenir des prêts dans la finance décentralisée. Imaginez mettre son appart en caution contre de la crypto. Pourquoi pas de la crypto stable, mais c'est quand même un truc de fou. Alors moi j'avais vu ça, et je comprends tout à fait du coup la CeDeFi, le fait que ce soit des acteurs centralisés qui commencent à faire de la DeFi, mais il y a également autre chose. Il y a le fait que dans le monde de la finance décentralisée, on observe des acteurs qui vont venir essayer de centraliser la gouvernance. Naturellement, que ce soit la finance centralisée ou la finance décentralisée, donc les entreprises d'avant ou les nouveaux protocoles décentralisés de finance sur la blockchain, il y a toujours les mêmes mécanismes. Ce sont des êtres humains, et donc la gouvernance et les mécanismes de prise de décision finissent par ressembler un petit peu à ce qu'on connaît déjà. Je vous donne un exemple. Dans certains protocoles décentralisés, vous avez des tokens de gouvernance. C'est-à-dire que sur le protocole Curve, qui est le plus connu, notamment pour ce que je vais vous dire, eh bien, quand vous avez un Curve, non seulement vous êtes rémunéré si vous le stakez, mais vous obtenez un VE Curve, c'est-à-dire un Curve de vote. Pour chaque Curve que vous avez bloqué, vous avez une puissance de vote qui vous permet de gouverner globalement l'écosystème Curve, et s'il y a une nouvelle décision qui arrive, vous allez pouvoir voter à hauteur du nombre de jetons que vous avez. Eh bien, il y a des acteurs qui vous proposent une corruption volontaire, une corruption consentante. En gros, ils vous disent, voilà, toi tu es là pour obtenir des intérêts sur tes curves, pas de souci, ça nous intéresse pas, la valorisation du token ou les intérêts. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est la gouvernance, le droit de vote que tu as avec. Et donc, si tu stakes tes tokens, non pas ici, mais plutôt ici, chez nous, et que tu nous donnes le droit d'utiliser ton droit de vote, même si toi tu gardes toutes les récompenses, eh bien on te donne des récompenses supplémentaires. En gros, vous acceptez de vendre votre droit de vote. Et donc, bien que ce soit décentralisé, il y a des acteurs qui essayent de recentraliser un petit peu pour obtenir de meilleurs rendements, de meilleures positions et d'accès à des meilleurs pools dans cet écosystème, naturellement. Et donc, c'est assez fou, mais dans les deux mondes, on voit le monde de la finance centralisée qui tend vers le monde de la finance décentralisée. On voit à l'inverse également, dans le monde de la finance décentralisée, des modèles qui tendent à redevenir centralisés, ou encore AAV, qui est l'un des plus gros protocoles de prêt et d'emprunt pour particuliers, qui finit par annoncer qu'ils vont créer eux-mêmes une institution qu'ils vont réguler pour permettre à des institutionnels centralisés d'investir. Donc c'est vraiment les deux mondes qui vont tendre l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'il y ait des solutions, et je pense que ce sera la finalité, des solutions totalement hybrides. Une petite remarque quand même, il y a de grandes chances que quand ce soit régulé, on termine comme les NFT, c'est la régulation qui arrive, il y a de grandes chances qu'il y ait les mêmes normes de régulation financière et qu'on doive imposer un KYC complet, pièce d'identité, justificatif de domicile, origine des fonds, et plus en fonction des volumes, derrière chaque adresse blockchain. C'est la fameuse limite dont je vous parlais. Pour certains, c'est un retrait de liberté et c'est un abus sur la vie privée des gens. Pour d'autres, c'est la moindre des choses pour qu'on évite qu'il y ait des inconnus qui blanchissent de l'argent sans qu'on puisse avoir leur nom et leur prénom. Encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas été prononcé, mais on sait que c'est dans les petits papiers de l'Union européenne pour la régulation, on sait que ça réfléchit là-dessus aux États-Unis, et on sait également qu'en Corée du Sud, il
il y a un premier exchange qui interdit ses utilisateurs de retirer vers une adresse qui n'a pas été KYC. À voir ce que ça va donner, parce qu'ensuite on peut arriver on-chain et on peut encore une fois utiliser différentes technologies pour perdre la traçabilité, mais en tout cas ça vous donne les tendances de cette fameuse régulation que tout le monde attend pour la DeFi. 3 domaines à regarder dans la DeFi. Premièrement, la sécurité sur les smart contracts, parce qu'on a de plus en plus de solutions DeFi et donc on a une grosse montée en puissance d'un besoin d'audit, de vérifier la sécurité de ces différents contrats. Deuxièmement, le monde de l'assurance. Comme il y a des protocoles décentralisés, s'il y a un problème, il faut des assurances décentralisées, comme par exemple Insurace, il y a également Nexus Mutual ou encore Unslash Finance, qui sont des plateformes qui sont en train de monter et qui assurent de plus en plus de protocoles décentralisés. Et pour finir, les librairies de smart contracts audités. Je rappelle que c'est open source. Donc s'il y a un smart contract qui fonctionne bien, qui a été audité, qui est sécurisé, il y a des librairies qui mettent à disposition différents smart contracts. C'est-à-dire que si vous voulez monter votre plateforme de prêt et d'emprunt, vous allez sûrement pas reconstruire tout de but en blanc. Vous allez partir d'un noyau déjà audité, utilisé par beaucoup de monde et qui est très sécurisé, puisque plus il y a de gens qui l'utilisent, plus il y a de gens qui ont déployé des moyens et des ressources pour certifier le code et vérifier qu'il soit bien robuste et à l'épreuve des balles, ou du moins à l'épreuve des hacks. On va également voir monter 2 nouveaux domaines, la CDFI, donc la Centralized Decentralized Finance, comme je vous en ai parlé, mais également la Non-Fi, c'est-à-dire la finance totalement anonyme. Tout comme au début du monde de la crypto-monnaie, à l'époque où on ne pouvait pas vérifier l'identité parce qu'il n'y avait pas de KYC dans le réseau et qu'on ne pouvait pas du tout savoir qui interagissait et qui était derrière le fameux pseudonyme qui est l'adresse publique que vous avez quand vous êtes dans la blockchain. Les amis, on est presque à la fin de ce rapport, mais on attaque un gros morceau, Ethereum et les autres Layer 1, la montée des blockchains d'infrastructure. Là, il y a des choses intéressantes à dire. Déjà, la grosse nouveauté sur Ether cette année, c'était le IP 1559. Pour faire très simple, j'ai fait une vidéo intégrale dessus, je vous ramène dessus si ça vous intéresse. Globalement, ça a réduit l'inflation d'Ether, voire ça l'a rendu déflationniste. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux Ethers générés à chaque bloc, et bien ça vient en brûler un certain nombre en fonction de la surcharge du réseau. Des fois, on arrive même à des moments où ça brûle plus d'Ethers que les Ethers générés, et à ce moment-là, l'Ether est carrément déflationniste, c'est-à-dire que le nombre d'Ethers en circulation diminue, augmentant ainsi la rareté de l'Ether, en tout cas d'un point de vue purement mathématique. Ce qui a d'ailleurs créé de grosses embrouilles puisque ça a réduit les frais de certains mineurs qui étaient bien contents de se gaver parce que le réseau était surchargé et qu'il y avait énormément de frais de transaction sur le réseau. Alors là, je vais vous lire un paragraphe, j'ai vraiment envie de le lire tel qu'il est parce que quand je l'ai lu, j'étais totalement d'accord avec la forme. Oui, Ether 2.0, qui s'appelle maintenant Consensus Layer, prend du temps. Les frais sont un véritable enfer et utiliser Ether aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué, surtout pour les petits porteurs, c'est-à-dire le plus grand nombre, surtout quand on est un protocole décentralisé. Mais nous parlons très clairement de la plus grosse migration du proof of work vers le proof of stake. Jamais enregistré. C'est quelque chose de colossal. Il s'agit de mettre à jour, et en réalité c'est même plus compliqué que ça, le moteur d'une voiture de course en pleine course alors qu'elle ne doit pas s'arrêter et qu'elle ne peut pas s'arrêter étant donné que le plus grand nombre de protocoles et de projets crypto sont basés dessus. C'est donc assez fou cette transition qui est en train d'être faite et voilà pourquoi ça prend autant de temps. D'ailleurs, on a un peu de visibilité, ça devrait accélérer en juin 2022. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé pour une première étape d'avancement par la fondation Ether. Alors, on parle énormément d'Ether, en mode oui, Ether domine le marché, on va dire de la programmabilité, parce que Bitcoin, pour moi, n'est pas comparable avec Ether. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans la première édition du rapport Messari, c'est ce que Messari disait. C'est dommage de comparer Bitcoin à Ether parce qu'ils sont pas vraiment comparables. Par contre, est-ce qu'il va y avoir d'autres blockchains qui vont prendre un ascendant et qui vont proposer quelque chose de plus scalable pour finalement venir concurrencer Ether? Comme le dit le rapport Messari, la plupart du temps, ça finit en duopole. Apple, Microsoft, on a également iPhone, Android. La plupart du temps, ça finit également en oligopole, c'est-à-dire quelques gros acteurs qui se partagent la bourre. 4-5 solutions qui sont toutes un petit peu différentes, 2 préférées au milieu et 2-3 autres qui des fois sont plus performantes dans un cas bien précis. Mais la grosse question, c'est si c'est un duopole, qui sera le deuxième géant qui prendra une place en face de l'Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire d'Ether. Aujourd'hui, l'Ether domine à 60% tous les Layer 1, c'est-à-dire toutes les blockchains d'infrastructure qui proposent à d'autres protocoles et d'autres projets de venir se construire sur cette blockchain d'infra, donc sur ce fameux moteur. Donc il sera très intéressant de voir comment va évoluer ce pourcentage en 2022. Les autres Layer 1, alors je vais vous parler rapidement de Solana, Polkadot, Cosmos et Luna. Et il y en a plein d'autres, d'accord? Elrond, Avalanche, NIR, Cardano. Je fais un récap du rapport et on a dû zoomer sur certains points naturellement. Désolé si je n'aborde pas certains gros projets, notamment ceux que je viens de lister, que j'aime beaucoup, mais c'est pas une vidéo sur les blockchains d'infrastructure en détail parce que sinon, autant vous dire qu'il nous faudra encore 2 ou 3 vidéos
45 minutes. Alors déjà, Solana. Solana, c'est 100 millions de dollars investis dans le gaming, à travers FTX, donc la plateforme d'échange qui back l'écosystème Solana. 100 millions dans les réseaux sociaux décentralisés, donc on voit un petit peu les tendances qui vont venir, mais également plusieurs centaines de millions dans des projets NFT et dans du métaverse. Dans les réseaux décentralisés, Solana a investi avec Reddit, quand même l'un des réseaux ancestral qui a vu naître le Bitcoin au passage. Donc Solana devient la blockchain principale du navigateur Brave et lance les NFT sur la plateforme FTX. Naturellement, peu de blockchains peuvent se vanter d'avoir eu un tel succès et selon le rapport Messari, il est tout à fait normal qu'une blockchain aussi jeune qui reçoit autant d'intérêt et autant d'utilisation d'un coup rencontre plein de problèmes de scalabilité, notamment des moments où il y a une transaction sur deux qui passait plus sur le réseau, puisqu'on doit naturellement constater des erreurs, les corriger, incrémenter et recommencer. Mais ça, pour être franc, c'est vrai avec la plupart des grosses blockchains d'infrastructure qui fonctionnent et qui sont très utilisées. Dès qu'il y a tout le monde qui arrive d'un coup, on se rend compte que même si on avait mis en place des solutions pour être plus scalable qu'Ether, si du jour au lendemain on avait toute l'utilisation d'Ether sur notre réseau, il serait peut-être pas aussi scalable que prévu et il fonctionnerait peut-être pas aussi bien. Donc il faut que jeunesse se fasse et donc il faut qu'il y ait des gens qui essayent des choses. Polkadot, sans parachain avec une sécurité partagée en shard. Polkadot avance bien plus lentement que Solana, mais ne cesse pas son évolution sans rencontrer le moindre souci. En même temps, lorsque vous êtes le cofondateur d'Ether, parce que Gavin Wood, le créateur de Polkadot, est l'un des cofondateurs d'Ether, et qu'on a évidemment toute l'arrivée de produits dérivés et d'autres solutions qui sont compatibles avec Polkadot, notamment grâce à des projets annexes comme Akala, on se doute bien que ça va devenir l'une des grosses blockchains d'infrastructure qui va essayer de prendre sa position et qui se veut en plus de ça très cross-compatible avec les autres blockchains. Donc qui arrive pas en mode qui va tuer Ether, mais bien au contraire, elle a bien prévu de pouvoir échanger avec les autres protocoles. On a Cosmos. Alors Cosmos c'est très intéressant parce que c'est pas le même modèle. C'est pas une grosse chaîne sur laquelle tout le monde se base avec différents layers. C'est plus tout plein de petits écosystèmes, tout plein de petites blockchains. Kava, Atom, Ben Protocol, il y a Loom, il y a Key Foundation, Terra Luna, tout ça c'est sur l'écosystème Cosmos. Et ces blockchains-là, elles sont non seulement différentes, mais elles ont les mêmes langages de communication, à tel point qu'elles aimeraient un jour activer l'IBC, Inter-Blockchain Communication Protocol. L'IBC, ça permettrait par exemple, je vous dis une bêtise, on a un jour un réseau, une blockchain qui a un problème qui est surchargé, je dis une bêtise, le réseau Kava par exemple, et bien si le réseau Kava n'a plus assez d'énergie pour valider ses transactions, une autre blockchain du réseau Cosmos pourrait venir et donner de la bande passante pour sécuriser et pour valider les transactions en apportant de l'énergie à l'autre blockchain, puisque elle a de la bande passante et qu'elle n'est pas surchargée à l'instant T. C'est assez fou et ça permettrait de faire beaucoup de choses, et donc ce serait plein de petites blockchains qui fonctionnent un peu comme un nuage et qui vont communiquer entre elles. C'est vraiment différent de ce que l'on peut voir aujourd'hui, et je rappelle quand même que la Binance Smart Chain, c'est sur l'écosystème Cosmos. Beaucoup de gens pensent que c'est une blockchain à part, parce qu'elle est évidemment au format Ether au niveau du coup de l'adresse, mais ça ne veut rien dire, le modèle, le cœur est basé du coup sur du Cosmos Tendermint. Alors les Layer 2, c'est une seconde couche que l'on va apporter à un réseau principal qui va pouvoir gérer des choses de façon plus scalable ou apporter des fonctionnalités que le réseau Layer 1 ne pouvait pas apporter. Quelques exemples de notions que vous allez sûrement entendre de plus en plus. Déjà le bridge, vous connaissez bien ça, le bridge c'est ce qui permet de faire passer un token d'un layer à un autre ou d'une blockchain à une autre. En l'occurrence, c'est que la plupart des bridges aujourd'hui sont centralisés. On attend vraiment de 2022 des bridges décentralisés. La deuxième chose, ce sont les optimistic rollup et les ZK rollup. Là c'est un petit peu tech. En une phrase, les optimistic rollup, ça part du fait que chaque transaction est considérée comme valide dans un premier temps, ce qui permet de gagner énormément de temps dans la façon d'avancer avec le réseau. Bien que ensuite, le fameux Layer 1, qui lui est beaucoup plus sécurisé, va devoir vérifier la consistance de la transaction et que ce ne soit pas une fake transaction. Mais en partant du fait que dans un premier temps, la transaction est valide, on avance beaucoup plus vite dans la blockchain et c'est beaucoup plus scalable. Et c'est seulement à partir d'un certain temps qu'on aura la certitude qu'il n'y aura eu aucun problème avec la transaction. Donc on peut gagner en exécution sans perdre en sécurité, théoriquement. En attendant, on attend de le voir vraiment en œuvre pour l'appliquer. Il y a également les ZK Rollup, qui veulent dire Zero Knowledge Rollup. Alors, c'est pas détaillé exactement, mais si je vous dis pas de bêtises, le ZK Rollup, c'est vraiment sur de la traçabilité et sur de l'anonymat. En fait, c'est une transaction qui, en quelque sorte, n'a aucune connaissance, zero knowledge, et donc qui ne permet pas de savoir d'où ça vient et où ça va, en quelque sorte. Ce qui permet d'un peu mieux contrôler volontairement ou non, parce que ça s'active la plupart du temps. Je sais qu'il y a certaines blockchains qui utilisent le ZK Rollup et il est pas mis par défaut. On peut l'utiliser, mais on peut dire, voilà, on ne sait pas d'où il vient, mais on sait où ça va. Ou alors dire à l'inverse, on sait où ça va, mais pas d'où ça vient. Ce genre de choses. En fait, on peut régler différents critères qui permettent de donner plus ou moins d'opacité et donc plus ou moins d'anonymat et de protection de la vie privée et on va dire d'opacité dans la transaction de l'utilisateur. Actuellement, c'est pas compatible totalement avec l'Ethereum Virtual Machine, mais selon Vitalik Buterin, ce sera encore plus utilisé que les optimistic rollup. Quoi qu'il en soit, j'ai réduit, je suis vraiment désolé, j'ai vulgarisé à mort les deux. Il y a plein d'autres usages, mais comme c'est très technique, ça sert à rien que je vous fasse un exposé sur chacune des lignes aujourd'hui. Les amis, c'est le tout dernier point de ce rapport Messari et c'est le dernier point de cette vidéo. Il s'agit des DAO, les Decentralized Autonomous Organization. Alors globalement, on commence avec une citation de Vitalik Buterin. La blockchain n'élimine pas les compagnies de taxi, mais elle élimine Uber,
et laisse les chauffeurs travailler directement avec les consommateurs. Je viens de me rendre compte qu'on est nombreux dans la blockchain à utiliser Uber comme exemple quand on doit faire passer un message parfois. Mais en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment enlever des entités qui viennent juste connecter du peer-to-peer, tout ce qui était Uberisation, connexion de peer-to-peer, grâce à une entité centralisée. Eh bien, la blockchain, elle peut le faire de façon autonome. Et donc, en diminuant les frais, en diminuant les intermédiaires, tout en validant le rapport de confiance entre les deux utilisateurs. On peut décrire les DAO comme des communautés digitalement actives partageant la même mission, d'accord? Une DAO, ça va être une organisation qui va devoir voter et la blockchain, elle, va répondre à certaines règles. Comme par exemple, tous les utilisateurs qui ont le token pour gouverner la DAO peuvent voter des budgets, c'est-à-dire le token que le protocole va libérer pour pouvoir par exemple payer le fondateur, l'équipe de développement, peut également se retrouver à payer différentes sociétés marketing pour développer et faire de la pub, peut payer des développeurs pour développer des nouvelles solutions pour l'organisation, etc., etc. Pour le petit clin d'œil, Julian Assange, d'accord, qui est le créateur de Wikileaks, qui est un fervent défenseur de la liberté d'expression, il y a une DAO qui vient de se monter pour essayer de l'aider parce qu'il a, bon, pour faire très simple, ils vont le renvoyer aux États-Unis et si vous connaissez son histoire, c'est pas foufou pour lui en une ligne. Et globalement, il y a une DAO qui s'est montée et qui a récolté 48 millions de dollars, d'accord, pour lui venir en aide. Donc des fois, il y a des initiatives qui arrivent comme ça et qui ont vraiment à cœur soit de faire passer un message, soit des fois il y a aucun sens, soit qui veulent développer quelque chose qui n'existait pas avant. Une autre petite anecdote qui m'avait fait rire, il y a une DAO, d'accord, qui a essayé de racheter l'une des 15 copies officielles de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique pour qu'elle appartienne à toute la communauté, à tous les détenteurs de cette DAO. Ils ont perdu aux enchères, mais en tout cas, ils ont failli y arriver et c'était juste un message pour dire regardez à quel point la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique revient à la communauté et sera détenue par des milliers de personnes dans le cloud. C'est un message symbolique. Donc, il y a plein d'usages plus ou moins utiles et concrets aujourd'hui qui vont prendre des formes et qui vont se développer. Le truc qui est assez intéressant et qui est remonté également par le rapport, c'est que on se retrouve à devoir gérer une DAO pour qu'elle fonctionne bien, un petit peu comme une entreprise. C'est-à-dire que la DAO va avoir des sub-DAO et elle va lui attribuer des budgets en fonction des votes, comme un peu un pôle marketing, un pôle commercial, un pôle technique, un pôle de développement, un pôle politique, enfin, ce genre de choses-là. C'est assez dingue de voir que, mine de rien, encore une fois, on en reparle, même si on est dans le monde décentralisé, il y a certaines choses qui, pour fonctionner, on doit se faire confiance et on doit recréer un espèce de modèle avec une gouvernance et avec différentes équipes qui dépendent d'autres équipes et d'autres votes pour que ça puisse fonctionner correctement. Aujourd'hui, les DAO, c'est très compliqué parce que c'est très complexe de gérer avec l'efficacité d'une entreprise centralisée toutes les fonctions d'une organisation dans un monde décentralisé. Mais ça ne saurait venir, en tout cas, il fallait essayer et il fallait prendre du temps, des efforts et trouver des solutions à des problèmes afin de pouvoir avoir un rythme de croisière et avoir des DAO réellement utiles. Il y en a déjà aujourd'hui puisque beaucoup de gros projets décentralisés utilisent une DAO et suivent les votes de la communauté pour développer leurs initiatives et leurs produits. On peut même observer des DAO prendre des formes légales reconnues, notamment la forme LLC aux États-Unis d'Amérique. C'est assez fou, mais la régulation petit à petit arrive et ça donnerait davantage de pouvoir à ces dernières et pourrait les rendre plus crédibles aux yeux des gouvernements. Les amis, c'est un gros morceau et croyez-moi, on pourrait aller encore plus dans le détail parce que ce rapport est totalement fou. Si ça vous a plu, et j'ai été très content de voir que ça a également plu à Messari tout simplement, qui a interagi avec nous sur les réseaux sociaux sur la première partie de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés, merci à tous ceux qui ont été intéressés, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Je me doute bien que la deuxième partie, surtout à la fin, ça touchait un peu plus les personnes qui connaissent vraiment l'écosystème, mais j'essaierai, si ça vous plaît, de faire de temps en temps des vidéos sur les rapports très intéressants qui sortent. Alors, il y en a beaucoup trop, et depuis que j'ai fait cette première partie sur le rapport Messari, il y a au moins 20 personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos sur des rapports. Je dis systématiquement non parce que sinon je m'en sors plus et ma chaîne va pas devenir des récaps de rapports, mais je pense que ça peut être intéressant chaque année de faire pourquoi pas 3, 4 vidéos qui reprennent les rapports les plus importants, qui des fois donnent des informations assez folles. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil au rapport de KPMG qui est sorti cette semaine et qui nous apprend qu'en France, il y a plus de personnes qui détiennent des crypto-monnaies que des personnes qui détiennent des actions en bourse. Comme quoi, le rapport que les Français ont au risque a été plus ou moins balayé ou du moins remis en cause de par les crypto-monnaies et beaucoup de gens se tournent vers cette technologie aujourd'hui. Bref, c'était Asher, j'espère que ça vous a plu, vraiment, parce que ça a été un travail de beaucoup de monde, le montage toujours assuré par Vega Management, le travail de défrichage a été fait évidemment avec la matière première, c'est Messari qui a fait un travail de fou furieux, parce que eux, c'est une étude où la collecte de données a été totalement folle. Là, lecture, l'analyse et le récap en français par Artem, merci à lui, je raffiche encore Hawk Investment, allez suivre ce qu'ils font sur Instagram, si vous voulez de l'actu crypto, ça va vous plaire. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez éclater ce pouce bleu, comme vous l'avez fait dans la première vidéo, qui va taper sans aucun problème les 10 000 likes. Merci à vous, un plaisir de voir que ça vous intéresse autant, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter également, parce que c'est là-bas que je vous consulte souvent avant de faire ce genre de vidéo, et dans une prochaine vidéo sur cette chaîne, la semaine prochaine. Au revoir.